Bon, le concept de la vidéo va être très simple. Il n'y a pas longtemps sur mon compte Instagram, je vous ai demandé de me poser des questions à propos de l'entraînement, une sorte de FAQ, et j'ai récolté en fait la majeure partie des questions qui ont été posées, j'en ai sélectionné donc 15, et le but du jeu, ça va être d'essayer de répondre à chacune des questions en à peu près 1 minute 30 tout au plus, et voilà ce qu'il faut savoir. Donc moi je vais avoir le chrono juste ici, et on va démarrer ensemble. Donc, pour commencer, 3, 2, 1... Est-ce que tu as un avis sur les TRX pour l'escalade ? Les TRX, je trouve que effectivement c'est plutôt un bon exercice pour travailler tout ce qui est gainage et les lombaires. C'est souvent quelque chose que j'ai même utilisé moi-même très souvent, il y a quelques années je dirais, mais plutôt pas avec des TRX, plutôt avec des anneaux en bois Décathlon que des vrais TRX. Franchement, c'est un très bon exercice pour tout ce qui va être les muscles du dos pour développer ce fameux gainage, surtout pour les mouvements de compression. Par contre, attention, je dirais, à la position dans laquelle on se met pour pouvoir faire les exercices. Veillez à avoir un dos droit, ne pas creuser les lombaires et au contraire plutôt creuser l'avant du ventre, un peu comme si on venait mettre un pic entre nous, quelque chose qui venait essayer de nous piquer les abdos et qui nous fait rentrer en fait finalement les abdos, histoire d'avoir une position qui est confortable. Donc les TRX, ça a toute sa place dans une bonne PPG. Ensuite, qu'est-ce que tu penses des séances de Panguliche ? Donc là, je suis plutôt bien dans le timing. Les séances de Panguliche, alors pour moi, c'est un très bon moyen de développer son RFD ou bien sa force contact, pour celles et ceux qui savent de quoi je parle, parce que c'est le facteur numéro 1 de la performance, donc ça a tout son intérêt. Par contre, il faut faire attention, parce que qui dit séance de Panguliche dit séance de force à doigt, séance de force contact, et donc séance qui sollicite énormément le système nerveux central. Donc on a besoin de fraîcheur, il faut surtout le faire plutôt quand on est frais en début de séance. L'erreur majeure, principale que je vois des jeunes grimpeurs ou des grimpeurs inexpérimentés, c'est de se faire une séance de Panguliche à la fin d'une séance. Ça n'a aucun sens. Si tu fais ça plutôt en fin de séance, c'est certainement que tu vas essayer de faire du volume ou bien de la résie, parce que tu n'as pas d'autre choix, mais si tu es dans cette catégorie de grimpeurs, t'es pas un grimpeur débutant, normalement tu sais déjà ce que tu fais. Donc pour les grimpeurs intermédiaires, débutants ou inexpérimentés, le Panguliche en début de séance pour travailler sa force à doigt. On est sur des efforts explosifs. Maintenant, question numéro 3. Quel échauffement conseillerais-tu avant une séance de hangboard à domicile ? Alors là, c'est plutôt une bonne question. La réponse est assez bateau, tu vas voir, c'est assez normal. Pour chaque échauffement, on va essayer plutôt de commencer assez légèrement, donc faire des suspensions au poids de corps avec les pieds, donc toujours au sol, sans forcément se suspendre. Après, cet échauffement, il est plutôt, je dirais, propre à chacun, ça va dépendre de ton niveau de force à doigt de base. Quelqu'un qui suspend à un bras sur 20-25 mm va pas avoir le même échauffement, si tu veux, que quelqu'un qui ne sait pas se suspendre sur 20 mm, ce qui est normal. Donc on va plutôt viser une intensité comprise, c'est ça, entre 30 et 40% de ta MVC, donc au début de la séance, MVC pour force max à doigt, et puis progressivement, tu vas augmenter l'intensité jusqu'à arriver souvent, idéalement, je dirais même plutôt, à 90% de ta force max. Et ensuite, tu vas pouvoir aller vers un exercice qui est spécifique par rapport à ton type de séance. Donc si tu travailles ta force à doigt, tu vas faire des suspensions max. Si tu es plutôt sur de l'endurance, tu vas pouvoir faire des suspensions de temps long ou bien des suspensions intermittentes, style des repeaters. Quelle est ta séance fétiche pour un rappel de force max ? C'est bien, je suis tout pile dans le timing. Alors, pour un rappel de force max, la réponse est très simple, encore une fois. La force, de manière générale, c'est une filière qui s'entraîne très facilement et qui se gagne et se maintient très facilement dans le temps. Donc on met du temps à gagner de la force, mais on met également du temps à la perdre. Donc quand on veut la maintenir, c'est très simple, il suffit de faire à raison d'une fois par semaine, une fois tous les 10 jours, plus ou moins 4 répétitions de suspension maximale. Quand on dit des suspensions max, moi j'entends des suspensions avec un effort, un ressenti, un RPE supérieur à 9. Donc on donne vraiment tout ce qu'on a. Donc un effort de 10 secondes tout au plus, en semi-arqué, on vient tirer le plus possible sur la prise. Donc ici on va viser plutôt la qualité à la quantité, faire peu de volume, il n'y a pas besoin de faire plus, et rester sur quelque chose de qualitatif, donc avec des repos qui sont plutôt longs. J'en dis pas plus. Quel serait selon toi l'assouplissement le plus impactant pour l'escalade ? Alors, si tu me parles d'assouplissement, je vais essayer de te corriger ça et plutôt de parler d'étirement ou bien de mobilité. Un assouplissement, pour moi ça fait pas vraiment sens, mais si tu me parles d'étirement, donc des étirements passifs et longs, j'en ai plutôt 3 préférés. Le grand écart latéral, donc d'avant en arrière, pour travailler justement ton ouverture de bassin, mais dans le sens latéral, pour pouvoir monter les pieds haut. Le pancake pour travailler justement cet écrasement un petit peu facial et avoir une bonne ouverture de bassin sur le plan sagittal. Et ensuite essayer de toucher ses orteils au sol avec ses mains,
en restant le plus droit possible. C'est un peu les 3 que je fais fétiche. Le numéro 3, je le fais même, je dis-toi, à chaque fois que je termine ma douche, c'est presque un tic, et j'aime bien le faire pour maintenir cette certaine amplitude de mouvement. C'est pas forcément, je dirais, les 3 plus efficaces, mais c'est certainement des étirements très utiles, si tu veux, très utile pour pouvoir monter ses pieds hauts, faire des pieds-mains et aussi pour bosser un peu l'ouverture de la hanche. Numéro 5 déjà je crois, quel est le meilleur exercice en salle de voix pour un niveau avancé pour améliorer le power endurance? Donc si tu me parles de power endurance, c'est plutôt l'endurance de force, donc l'exercice, le grand classique, c'est le 4x4, mais pas fait n'importe comment, c'est plutôt un exercice qui doit être fait correctement avec certaines contraintes. Donc si on travaille l'endurance de force, on est dans un travail de puissance, donc on travaille certainement la résistance, enfin, c'est pas certainement, c'est même sûr, c'est-à-dire le fait de limiter la perte le plus longtemps, la perte de force le plus longtemps possible. Donc on essaye de faire un effort difficile, au-delà de 80% de notre force max, le plus longtemps possible. Donc on va aller sur le pan et faire des mouvements amples, grands, dynamiques, sollicitant au moins notre force à doigt à 80%. Pour la séance, c'est très simple, il suffit de créer 4 blocs inférieurs à 8 mouvements. On va venir essayer d'enchaîner les 4 blocs d'affilée avec un départ toutes les minutes. Donc si je mets 30 secondes, 40 secondes pour enchaîner mon bloc, je vais prendre 30 secondes, 20 secondes de repos et enchaîner un autre bloc. Le temps de repos est égal à 2 fois le temps de travail et en termes de progression, tu peux faire à la fin temps de travail égale temps de repos. Ensuite, l'idée c'est aussi de finir la séance plus tôt que prévu. Si jamais tu vois que tu n'as plus la caisse pour faire tes blocs, il vaut mieux finir plus tôt plutôt que de se cramer complètement et faire une séance qui est contre-productive parce que tu dois maintenir ce niveau de force 80% tout le long de la séance. Si tu diminues en dessous de ça, c'est plus la peine. Tu n'es plus dans une séance qualitative. Question suivante. Je pèse 80 kg et je tiens à peine en semi-arqué sur une réglette de 20 mm. Combien de temps pour améliorer ça ? Alors là, ça va dépendre forcément de ton entraînement actuel, parce que de but en blanc, en me donnant simplement ces informations, je peux pas t'aider parce que je connais plein de grimpeurs, moi y compris, j'ai déjà fait 80 kg lesté et même plus, et en étant capable de me suspendre sur cette réglette de 20 mm. Donc, est-ce que tu grimpes plutôt pour le loisir, ou bien est-ce que tu es déjà quelqu'un qui est en train de t'entraîner? Est-ce que tu as un but, et si oui, lequel? Est-ce que ton but, ça va être de t'entraîner pour réussir à te suspendre spécifiquement sur 20 mm? Est-ce que tu veux gagner en niveau, ou est-ce que tu veux gagner en technique, tu vois? Il y a aussi d'autres variables, d'autres facteurs à prendre en compte. Il y a ton expérience de grimpe, ça fait combien de temps? Ton niveau également, est-ce que tu es blessé? Tout ça fait partie des éléments que je n'ai pas pour répondre à ta question, mais de manière générale et en clair, en fait, le temps qu'il te faudra, c'est le temps qui sera nécessaire à tes tendons pour se renforcer suffisamment, soit parce que tu vas activement t'entraîner pour, soit simplement parce que tu vas grimper, donc tu vas pratiquer ce sport-là, donc tu vas faire du bloc, de la voie, et naturellement, tes tendons vont se renforcer. Donc c'est à toi de choisir en fait ce que tu veux faire, il faut choisir ton combat. Question suivante. Une séance de force à doigts pour travailler et commencer à la travailler surtout en ayant un niveau de 6A. Alors là c'est un sujet que j'ai complètement déjà abordé donc dans ma formation doigts de titane, donc je te mets le lien ici dans la description, mais très sérieusement et plus rapidement, tu peux avoir en fait une séance de force à doigts assez rapidement en faisant simplement des suspensions qui sont lourdes, c'est-à-dire à peu près à 80% de ton max, donc avec un RPE, une échelle de ressenti, un effort de 8 sur 10, des temps de repos qui sont plutôt longs, au-delà de 4 minutes, c'est bien, à raison d'1 à 2 séances par semaine pour commencer à placer, surtout lorsque tu es frais et reposé. On n'oublie pas ça, la fraîcheur. On ne va pas à l'échec, ça ne sert à rien. Surtout quand on est débutant, mais même pour tout le monde, ça ne sert à rien. Et là, tu as déjà une séance de force pour commencer si tu es un grimpeur de ce niveau 7A. Question suivante, maintenant, comment arriver à créer des blocs sur un spray wall, faire du no-foot ou non? Alors là, la question est assez simple, la réponse l'est un peu moins, mais grosso modo, il va falloir pratiquer et il va falloir aussi beaucoup de temps. Pratiquer parce que c'est un skill, savoir tracer, c'est quelque chose qui s'apprend en faisant, donc ne t'attends pas à réussir à tracer quelque chose de bien tout de suite, immédiatement, tu vas devoir essayer toi-même. Donc si on revient à la base de ce que c'est un bloc, créer un bloc, c'est trouver une position de départ, des prises intermédiaires pour arriver à une prise d'arrivée qui est le top. Donc soit tu as plusieurs moyens d'y arriver, soit tu vas mémoriser, donc tu vas te souvenir de chacun des mouvements, tu vas les tester, puis après tu reviendras sur ton bloc pour le refaire. Soit tu vas te filmer pour regarder une fois que tu as fait ton bloc et le refaire. Soit tu vas mettre du tape ou des traits de magnésie pour marquer les prises que tu as utilisées pour pouvoir faire et créer des blocs sur ton spray wall, puisqu'ils ne vont pas avoir la même couleur.
Ensuite, moi ce que je te conseille évidemment, c'est de tester et de faire ton bloc pour pouvoir apprendre de tes erreurs, voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et ne pas hésiter à le tester encore et encore pour voir en fait quel mouvement fonctionne, lequel ne fonctionne pas, et pourquoi, jusqu'à ce que tu trouves quelque chose qui devienne intéressant. Donc c'est un processus qui demande du temps, d'où le fait de pratiquer et d'avoir un temps disponible avant d'arriver à faire quelque chose qui est bien. Finalement, t'es en plein processus de création, je dirais. Question suivante, donc, est-ce que tu aurais des exercices ludiques pour favoriser la mise de profil chez le débutant, les enfants et les adultes? Alors, j'en ai un en tête qui me vient là comme ça, c'est le jeu du foulard. Alors c'est très simple, tu prends 2 foulards par personne que tu mets sur sur la tâche matérielle de ton baudrier, donc un à droite, un à gauche, et tu as sur la ligne, en dessous de la ligne des 3 mètres, en traversée, un défenseur qui a ses 2 foulards, et 2 attaquants, l'un à droite, l'un à gauche. Les attaquants doivent attraper le foulard du défenseur, le défenseur, lui, doit se défendre vis-à-vis des 2 attaquants, il doit protéger ces 2 foulards, si tu veux, et il y en a un qui attaque une fois, chaque attaquant attaque l'un après l'autre, il y a 30 secondes par attaque, et ensuite, on peut faire une rotation, ce qui amène en fait l'élève, ou l'enfant, l'adulte, ce que tu veux, à se protéger, et en se protégeant de l'attaque, tu vois, de l'attaquant, il va venir en fait se placer de profil sur le côté, et essayer de masquer, si tu veux, le foulard qu'il essaie de protéger. Donc, il va faire des lolottes, droite, gauche, gauche. Tu peux après, évidemment, rajouter des règles pour rendre ça encore plus ludique, ou pour forcer la lolotte, en mettant, par exemple, 3 points d'appui obligatoires sur le mur. Question suivante, c'est quoi la pose de pied parfaite? Je n'ai pas de référence. Alors, la réponse toute faite, c'est qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de référence absolue, ça va dépendre surtout de la situation. Si tu as besoin de mettre un talon, bah en fait, mettre une pointe, ça n'a aucun sens, et c'est pas une pose de pied qui est parfaite finalement, puisque tu vas avoir besoin soit de cette contrepointe, soit de ce talon. De manière générale, en fait, c'est plutôt un pied, un placement qui fait peu ou pas de bruit, qui va être dans un mouvement placé de manière fluide sur le mur, qui va être efficace et qui va permettre justement cette transmission efficace de la force entre le membre inférieur et membre supérieur. C'est la pose de pied qui va te permettre de réduire, si tu veux, au maximum le travail dans tes bras. Donc lorsque tu es en tièdre, si tu dois serrer très fort des prises avec tes mains, le fait de te placer en lolotte, droite-gauche, bah, tu vas pouvoir lâcher les mains, et on peut parler déjà, tu vois, d'un placement de pied qui est efficace. Alors, de là à dire qu'il est parfait, je ne sais pas, mais qui en tout cas permet de réduire la tension dans les bras, c'est déjà un très bon début. C'est une pose de pied qui est aussi avec un appui solide sur la prise, sur lequel tu as confiance et tu ne vas pas tomber, donc en général on cherche à appliquer aussi beaucoup de pression dessus, soit parce que tu mets ton centre de gravité au-dessus de ton pied, donc là tu es sûr d'avoir un maximum de poids quand tu es en dalle, soit parce que tu vas créer de la tension avec ton corps en poussant, tirant d'une quelconque manière avec tes membres supérieurs, pour pousser la prise avec le membre inférieur. Et là, on est plutôt aussi dans un placement qui va se situer à la jonction du mur et de la prise lorsqu'on est ici à l'angle. Enfin, c'est pas toujours vrai lorsqu'on utilise des volumes, évidemment, où on vient chercher à se mettre sur le bord du volume pour être en équilibre, mais de manière générale, on vient chercher la pose de pied le plus proche possible du mur. Et ça, c'est déjà quelques repères, je pense, à utiliser pour avoir une pose de pied, pas parfaite, mais en tout cas qui est cohérente avec l'escalade. Une grimpe efficace, je dirais. Ensuite, tu grimpes depuis combien de temps et sans arrêt, surtout depuis 3 mois? Eh ben écoute, c'est une super question parce que moi-même je ne sais pas exactement. Mon plus gros arrêt, de manière générale, je pense qu'il a duré 1 mois, seulement pendant les vacances d'été, lorsque je m'autorise à me reposer, mais encore, quand je te parle d'1 mois d'arrêt, est-ce que c'est vraiment 1 mois d'arrêt? Parce que j'essaie toujours, si tu veux, de faire un peu de poutre sur le côté pour me maintenir, donc j'essaie toujours de faire quelque chose, et donc si je dois répondre à ta question, un arrêt de plus de 3 mois concrètement depuis que je grimpe, ben je pense que j'en ai fait aucun, sincèrement, et donc ça va faire certainement, je pense, plus de 10 ans que je grimpe sans avoir eu d'arrêt de plus de 3 mois, et c'est un rythme qui me convient très bien parce que je trouve que c'est peut-être un repos qui correspond à une blessure et pas à quelqu'un qui s'entraîne régulièrement sans être blessé avec un planning qui est bien fait. Et ça, c'est la différence entre une planification et une blessure. Lorsque tu planifies tes entraînements, il n'y a pas de raison en fait de te blesser, donc il n'y a pas de raison de réduire réellement l'entraînement puisque la charge est adaptée et donc tu peux continuer tout en ayant un volume qui est moindre mais sans jamais réellement t'arrêter. Question suivante, est-ce que tu peux faire une vidéo dédiée à la périodisation? Alors, j'ai déjà fait une vidéo qui est dédiée à ce sujet. Alors c'est une vidéo sur ma chaîne YouTube qui est déjà dispo gratuitement. Elle date un petit peu, donc elle a peut-être même mal vieilli, mais elle est quand même là, elle vaut ce qu'elle vaut. Et sinon, le sujet est, si tu veux, un peu plus abordé dans ma formation System Force, notamment sur la périodisation des séances de force, mais j'aborde également la hiérarchie, si tu veux, entre chacune des filières et chacune des séances, donc comment les agencer les unes entre les autres, et en parlant de périodisation. Mais certainement que oui, je ferai
ferai à l'avenir une vidéo qui est un peu dédiée à ce sujet pour essayer de travailler un peu ces notions et donner quelques clés aux autres. Question suivante, comment passer du 6B au 7A rapidement? C'est une bonne question, enfin c'est une bonne question oui et non, parce que c'est une question qui est finalement trop vague, trop impersonnelle. Moi je peux pas trop répondre comme ça. D'ailleurs, on va répondre ici, elle est trop impersonnelle ta question. Donc sinon, pour pouvoir passer d'un niveau à un autre, notamment du 6B au 6A, je dirais que la majeure partie du temps, ce que je vois chez les gens, c'est un manque de structure, un manque de rigueur et des séances qui sont adaptées ou ciblées. Souvent, les séances, pour résumer, elles sont soit trop longues, soit pas du tout adaptées puisqu'elles sont générales. Il y a un manque de rigueur de la part du grimpeur puisqu'il va grimper une fois tous les 36 du mois et il n'y a pas de structure. Un jour il va faire ça, un jour il va faire X, un jour il va faire Y. Ça ne fonctionne pas. Il faut avoir une certaine structure, continuité, en plus de cette rigueur et des séances adaptées à ton niveau. Donc au niveau grimpe, voilà ce qu'on pourrait mettre comme point, et voilà les points sur lesquels certainement je jouerais si j'étais dans ton cas. J'augmenterai tout d'abord mon nombre de séances, et je passerai certainement de 2 à 3, voire de 3 à 4. Je ferai des séances qui sont plutôt qualitatives, j'augmenterai la part de mon répertoire gestuel, en tout cas l'exposition à des blocs techniques, et je chercherai à mettre plus d'intensité pour ne pas tomber dans le travers en fait, des voies faciles si je suis un grimpeur ou si je suis un bloqueur. Et, par exemple, chercher plus d'intensité pour ne pas tomber par exemple dans le travers des voies qui sont faciles et essayer de faire beaucoup de volume. On a besoin de progresser, et donc pour progresser, il faut aller chercher cette intensité en se challengeant dans des voies qui sont parfois plus dures pour soi, et c'est pas grave. Si on veut par exemple faire du 7A et qu'on ne fait pas du 7A, et ben à un moment donné il faut aller dans du 7A si on veut faire ce fameux 7A, et donc il faut s'y confronter et briser en quelque sorte ce fameux plafond de verre. Tu n'y arriveras pas du premier coup, certes c'est normal, mais c'est en forgeant qu'on devient forgeron, et donc c'est en démystifiant un peu cette cotation que tu arrives à l'apprivoiser. Et que ce soit pour du 7A, du 7B, du 7C, comme pour moi, du 8A, du 8B, du 8C. C'est quelque chose qu'il faut faire continuellement, c'est un process que tu dois faire toute ta vie presque. C'est une quête incessante avec toi-même, et c'est pour ça que l'escalade c'est intéressant. Enfin, pour finir, combien de séances par semaine et quel type de séances? Je suppose pour progresser, ça reste toujours un peu trop vague, mais j'ai pas vraiment d'informations pour te répondre, mais si tu cherches à progresser, voilà quelques règles d'or. Il faut toujours trouver en fait le nombre de séances qui est adéquat avec ta capacité de récupération entre tes séances, parce que si tu commences à enchaîner 3 à 4 séances et puis surtout de 2, 3, 4 heures d'affilée, ça ne va pas fonctionner à un moment donné, tu vas juste tomber dans du surentraînement où tu vas te créer des micro-lésions qui ne seront jamais réparées, bref, tu vas pas pouvoir progresser pour laisser le temps à ton corps de s'adapter et de récupérer. Il faut essayer aussi de ne pas finir ces séances à muerte, parce que non, ce n'est pas une bonne idée de finir à muerte, ça c'est dans la culture de l'escalade, viens on va se terminer sur le pan, viens on va faire du no-foot, viens on va faire du guliche. Non, ça c'est une connerie, ça ne marche pas. Vouloir aller grimper à muerte, ça peut avoir son sens lorsqu'on fait énormément de volume, je dirais, mais au-delà de ça, franchement, vu la fatigue que ça procure, vaut mieux t'arrêter une fois que t'es un petit peu fatigué pour pouvoir faire une autre séance plus rapidement de qualité, plutôt que de vouloir enchaîner des séances énormes et ne pas pouvoir récupérer. Ça n'a pas de sens. Vaut mieux augmenter la fréquence plutôt que le volume d'un coup pour pouvoir te laisser le temps de récupérer et de t'adapter. Donc si tu es un débutant, je pense que partir sur 2 à 3 séances par semaine, c'est plutôt bien pour commencer, c'est un bon rythme. Maintenant, si tu es un bloqueur, je pense que tu peux faire que du bloc avec par exemple 2 séances de travail dans un bloc à haute intensité, des blocs très difficiles ou même des blocs extrêmes, blocs limites, et tu peux faire une séance de technique de volume par semaine en complément. Maintenant, si tu es quelqu'un qui fait de la diff, tu peux faire facilement 2 séances de diff par semaine et compléter avec une séance de bloc qui va être ta séance un petit peu intense, parce que mine de rien, les deux sont complémentaires, et donc si tu es un bloqueur, c'est bien de faire un peu de volume, et si tu fais de la diff, c'est bien de faire un peu de bloc pour l'intensité. Les deux vont ensemble. Voilà, c'est tout pour ces 15 questions. Je pense que j'ai réussi à tenir le timing, donc on est à un peu moins de 20 minutes, donc c'est parfait, c'est très bien. Et si ce format, écoute, te plaît à l'avenir, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, et j'essaierai de le refaire la fois prochaine en prenant d'autres questions et en répondant à chacune d'entre elles. C'était Karl Jean, porte-toi bien, entraîne-toi bien, je te dis à la prochaine, ciao.